j'ai un ami qui s'appelle Stanislas Trinsoutreau, qui a une association au lycée Voltaire, et Alain Fournier était un ancien élève. Donc en fait, il m'a dit, c'est bientôt le centenaire, c'était en 2013, on va travailler dessus pour présenter une exposition. Bon alors donc ce travail il a été fait quand même sur 2 ans, donc en fait il n'y a qu'un original, ce sont des huiles sur papier, et ensuite pour plus de facilité, mais pour faire aussi descendre les prix, j'ai fait des multiples sur bois, en fait c'est numérisé, et sorti sur un papier un peu métallique et collé sur du bois. Voilà. Et c'est tiré à 10 exemplaires, signé numéro. Et ensuite, il y a le petit livret. Alors là, il y a 5 exemplaires, pareil, signé numéroté. Et en regard, là par exemple, c'est des enfants, là justement, la petite fille, l'histoire du cheval, etc. Et c'est le texte n'est repris qu'une partie du texte. À la fin du XIXe siècle, Augustin Maulne devient écolier dans un petit village du Cher en Sologne. Au cours d'une expédition, il part chercher en carriole les parents des instituteurs chez qui il est logé et se perd dans cette région qu'il ne connaît pas. Après une longue journée d'errance, il arrive devant une vieille bâtisse. C'est le domaine mystérieux où il assistera à une fête étrange. Dès le petit jour, il se reprit à marcher. Mais son genou enflé lui faisait mal. Il lui fallait s'arrêter et s'asseoir à chaque moment tant la douleur était vive. L'endroit où il se trouvait était d'ailleurs le plus désolé de la Sologne. De toute la matinée, il ne vit qu'une bergère à l'horizon qui ramenait son troupeau. Il eut beau la héler, essayer de courir, elle disparut sans l'entendre. Il pouvait être 3 heures de l'après-midi lorsqu'il aperçut enfin, au-dessus d'un bois de sapin, la flèche d'une tourelle grise. Avançant jusqu'au premier détour, il entendit un bruit de voix qui s'approchait. Il se jeta de côté dans les jeunes sapins touffus, s'accroupit et écouta en retenant son souffle. C'étaient des voix enfantines. Une troupe d'enfants passa tout près de lui. L'un d'eux, probablement une petite fille, parlait d'un ton si sage et si entendu que Maulne, bien qu'il ne comprît guère le sens de ses paroles, ne put s'empêcher de sourire. « Une seule chose m'inquiète, disait-elle, c'est la question des chevaux. On n'empêchera jamais Daniel, par exemple, de monter sur le grand poney jaune. »« Jamais on ne m'en empêchera, répondit une voix moqueuse de jeune garçon. Est-ce que nous n'avons pas toutes les permissions, même celle de nous faire mal s'il nous plaît ? » Et les voix s'éloignèrent au moment où s'approchait déjà un autre groupe d'enfants. Il s'agit d'une noce, sans doute, se dit Augustin. Mais ce sont les enfants qui font la loi ici. Étrange domaine. Craignant que les enfants ne le rencontrassent en revenant par l'allée, il continua son chemin à travers les sapins dans la direction du pigeonnier, sans trop réfléchir à ce qu'il pourrait demander là-bas. Maulne, caché derrière les sapins de crainte qu'on ne l'aperçût, examinait le désordre du lieu lorsqu'il avisa, de l'autre côté de la cour, juste au-dessus du siège d'un haut char à banc, une fenêtre des annexes à demi ouverte. « Je vais entrer là, se dit l'écolier. Je dormirai dans le foin et je partirai au petit jour, sans avoir fait peur à ces belles petites filles. » Il se trouvait non pas dans un grenier à foin, mais dans une vaste pièce au plafond bas, qui devait être une chambre à coucher. Il alla soulever le rideau du fond et découvrit un grand lit bas, couvert de vieux livres dorés, de luttes aux cordes cassées et de candélabres jetés pêle-mêle. Il repoussa toutes ces choses dans le fond de l'alcôve, puis s'étendit sur cette couche pour s'y reposer et réfléchir un peu à l'étrange aventure dans laquelle il s'était jeté. Harassé de fatigue, il ne tarda pas à s'endormir. Il faisait nuit lorsqu'il s'éveilla. Transi de froid, il se tourna et retourna sur sa couche, fripant et roulant sous lui sa blouse noire. S'asseyant sur le lit, il glissa sa tête entre les rideaux. Quelqu'un avait ouvert la fenêtre et l'on avait attaché dans l'embrasure 2 lanternes vénitiennes vertes. L'écolier sortit de sa cachette. Il avait les pieds glacés, les articulations raides, mais il était reposé et son genou paraissait guéri.
Descendre au dîner, pensa-t-il. Je ne manquerai pas de le faire. Je serai simplement un invité dont tout le monde a oublié le nom. Des manteaux étaient accrochés au pater. Sur une lourde table à toilette au marbre brisé, on avait disposé de quoi transformer en muscadin tel garçon qui eût passé la nuit précédente dans une bergerie abandonnée. C'étaient des costumes de jeunes gens d'il y a longtemps, des redingotes à haut col de velours, des fins gilets très ouverts, d'interminables cravates blanches et des souliers vernis du début de ce siècle. Il n'osait rien toucher du bout des doigts, mais après s'être nettoyé en frissonnant, il endossa sur sa blouse d'écolier un des grands manteaux dont il releva le collet plissé, remplaça ses souliers ferrés par des fins escarpins vernis et se prépara à descendre nu-tête. Il arriva sans rencontrer personne au bas d'un escalier de bois, dans un recoin de cour obscure. Les ouvertures au bas des escaliers étaient béantes. Enfin, en prêtant l'oreille, Maulne crut entendre comme un chant, comme des voix d'enfants et de jeunes filles là-bas vers les bâtiments confus où le vent secouait des branches devant les ouvertures roses, vertes et bleues des fenêtres. Il traversa une sorte de grande cour-jardin, passa entre des massifs, contourna un vivier enclos de palissades, un puits, et se retrouva enfin au seuil de la demeure centrale lorsqu'il vit passer dans le fond 2 fillettes qui se poursuivaient. Il courut pour les voir et les rattraper, à pas de loup, sur ses escarpins. Un bruit de porte qui s'ouvre, 2 visages de 15 ans que la fraîcheur du soir et la poursuite ont rendu tout rose sous de grands cabriolets à brides, et tout va disparaître dans un brusque éclat de lumière. Une seconde, elles tournent sur elles-mêmes par jeu, leurs amples jupes légères se soulèvent et se gonflent, on aperçoit la dentelle de leurs longs, amusants pantalons, puis ensemble, après cette pirouette, elles bondissent dans la pièce et referment la porte. Il va s'en retourner délibérément vers la sortie lorsque, de nouveau, il entend dans le fond du corridor un bruit de pas et des voix d'enfants. Ce sont 2 petits garçons qui s'approchèrent en parlant. « Est-ce qu'on va bientôt dîner ?» leur demande Maulne avec aplomb. « Viens avec nous » répond le plus grand, « on va t'y conduire. » C'était dans une grande salle au plafond bas, un repas comme ceux que l'on offre la veille des noces de campagne aux parents qui sont venus de très loin. Maulne, avec audace et sans s'émouvoir, enjamba un banc et se trouva assis auprès de 2 vieilles paysannes. Il se mit aussitôt à manger avec un appétit féroce, et c'est au bout d'un instant seulement qu'il leva la tête pour regarder les convives et les écouter. Apparut à la porte un couple charmant, une enfant de 16 ans avec corsage de velours et jupe à grand volant, un jeune personnage en habit à haut col et pantalon à élastique. Ils traversèrent la salle, esquissant un pas de 2. D'autres les suivirent, puis d'autres passèrent en courant, poussant des cris, poursuivis par un grand Pierrot blafard, aux manches trop longues, coiffé d'un bonnet noir et riant d'une bouche édentée. Il courait à grandes enjambées maladroites, comme si, à chaque pas, il eût dû faire un saut et il agitait ses longues manches vides. Les jeunes filles en avaient un peu peur. Les jeunes gens lui serraient la main et il paraissait faire la joie des enfants qui le poursuivaient avec des cris perçants. Le repas était terminé. Chacun se levait. Dans les couloirs s'organisaient des rondes et des farandoles. Une musique, quelque part, jouait un pas de menuet. Maulne, la tête à demi cachée dans le collet de son manteau, comme dans une fraise, se sentait un autre personnage. Lui aussi, gagné par le plaisir, se mit à poursuivre le grand Pierrot à travers les couloirs du domaine, comme dans les coulisses d'un théâtre où la pantomime de la scène se fut partout répandue. Il se trouva ainsi mêlé jusqu'à la fin de la nuit à une foule joyeuse aux costumes extravagants. Parfois, il ouvrait une porte et se trouva dans une chambre où l'on montrait la lanterne magique. Des enfants applaudissaient à grand bruit. Parfois, dans un coin de salon où l'on dansait, il engageait conversation avec quelques dandys et se renseignait hâtivement sur les costumes que l'on porterait les jours suivants. Un peu angoissé à la longue par tout ce plaisir qui s'offrait à lui, craignant à chaque instant que son manteau entrouvert ne laissât voir sa blouse de collégien,
il alla se réfugier un instant dans la partie la plus paisible et la plus obscure de la demeure. On n'y entendait que le bruit étouffé d'un piano. Il entra dans une pièce silencieuse qui était une salle à manger éclairée par une lampe à suspension. Là aussi c'était fête, mais fête pour les petits-enfants. C'était une sorte de petit salon parloir. Une femme ou une jeune fille, un grand manteau marron jeté sur ses épaules, tournait le dos, jouant très doucement des airs de ronde ou de chansonnettes. Après cette fête, où tout était charmant mais fiévreux et fou, où lui-même avait si follement poursuivi le grand Pierrot, Maulne se trouvait là, plongé dans le bonheur le plus calme du monde. Alors ce fut un rêve comme son rêve de jadis. Il put imaginer longuement qu'il était dans sa propre maison, marié, un beau soir, et que cet être charmant et inconnu qui jouait du piano près de lui, c'était sa femme.